Pour cet épisode sur Kinédi, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane, kiné dans un cabinet libéral à Paris dans le 14e. Stéphane était mon tuteur lorsque j'ai fait mon premier stage en libéral et j'ai beaucoup apprécié sa façon de voir et de pratiquer la kiné. Stéphane est belge et a fait ses études en Belgique, puis il a suivi un parcours en thérapie manuelle avant de s'installer en France. Il nous explique comment il transmet ses connaissances auprès des étudiants en Belgique, ainsi qu'auprès des nombreux stagiaires qu'il accueille dans son cabinet. Avec Stéphane, on a parlé de sa façon d'éduquer les patients pour les responsabiliser et les motiver dans leur rééducation, ainsi que les différents outils et méthodes qu'il utilise, notamment auprès des patients un peu réfractaires. Enfin, on a évoqué les fausses croyances qu'il y a autour du monde de la kinésithérapie et comment cela peut impacter notre pratique au quotidien. Salut Stéphane, bienvenue sur Kinédi. Salut, merci à toi de m'avoir invité. Merci à toi de participer. Tu vas bien ? Oui, en forme, en forme. Super, super. Alors pour la petite histoire, Stéphane, c'était mon maître de stage ou tuteur. En première année d'école de kiné, j'ai fait un stage avec lui dans son cabinet dans le 14e à Paris. Et c'était un stage de 2 semaines, donc c'était un stage un peu d'initiation à la kiné. Et j'avoue que ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé l'approche que tu as avec les patients, ta façon d'éduquer les patients, ta façon de voir les choses, une approche très fonctionnelle. Mais tu vas nous en parler un petit peu plus. Et donc pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous parler de ton parcours ? Oui, donc je m'appelle Stéphane, je viens de Belgique, mais je travaille à Paris. J'ai fini mes études de kiné en Belgique donc en 2012. Ça fait déjà un peu plus de 10 ans que je travaille, ça passe vite. Et après mes études de kiné, j'ai fait 4 ans de formation de thérapie manuelle, toujours en Belgique. 2 ans dans une première structure et puis 2 ans dans une autre, parce que j'étais pas forcément satisfait de la première. Donc j'ai recommencé 2 ans de thérapie manuelle de 2014 à 2016, dans un cursus universitaire, que j'ai adoré. Et après avoir fini ces 4 ans de thérapie manuelle, j'ai déménagé, avec, ma copine à Paris pour diverses raisons et là j'ai trouvé un cabinet. Maintenant ça fait, 6 ou 7 ans que je suis ici dans ce cabinet, Mhm. à faire de la kiné générale, thérapie manuelle, musculo-squelettique. Ok, ouais. C'est un cabinet pluridisciplinaire et tu travailles avec d'autres kinés, hein. Oui, 2 kinés, 2 collègues qui, elles, font principalement, la femme et l'enfant Mhm. et donc c'est assez pratique parce qu'elles m'envoient un petit peu, le reste. C'est bien, vous passez les patients, c'est cool. Exact. Mm. Et alors, donc tu as fait tes études en Belgique, mais on va en reparler, mais parce que tu reçois beaucoup de stagiaires enfin, dans ta pratique. Les études en Belgique de kinésithérapie, en quoi elles diffèrent des études en France ? Est-ce que tu as pu voir déjà un aperçu par rapport à ce que les stagiaires te disent ? Je vois une différence, mais c'est surtout je voyais parce que le fossé est un peu en train de diminuer. La qualité de formation en France est Mhm. quand même en train de s'améliorer. Elle était longtemps à la traîne, mais ça va de mieux en mieux parce que là, j'ai toujours des stagiaires de première. Chaque année, j'ai des nouveaux stagiaires de premier et je vois quand même que ça s'améliore, en France. Le truc, c'est qu'en Belgique, les études sont en 5 ans avec la possibilité de faire encore une sixième année et la possibilité après encore de faire un doctorat en kiné, ce qui, je crois, Ah n'est oui. pas encore possible en France. En France, c'était 3 ans et ils viennent de passer à 4, même s'ils considèrent que leur première année de médecine est une année de kiné, c'est un petit peu... c'est pas une vraie année de kiné, c'est une année d'études, mais c'est pas une année de kiné. Donc en gros, en France, ils viennent de passer à 4 ans. Et en Belgique, c'est quand même plus poussé et plus ouvert sur la 5 ans, plus après une possibilité de faire de la recherche. Et il y en a beaucoup d'ailleurs qui font de la recherche après les 5 ans ? Non. Non, il y en a pas Ouais. énormément parce que les places sont toujours limitées, mais Ouais. suffisamment pour que en fait tous ces étudiants en recherche qui deviennent après chercheurs participent à faire en sorte que le pays Oui. crée après de la recherche sur la kiné et s'améliore. Et sinon, là où je vois que ça s'améliore en France, c'est quand je vois les stagiaires, je parle un petit peu des profs qu'ils ont. Et il y a l'air d'avoir en tout cas dans les écoles et facultés à Paris, une vague de jeunes profs qui ont plutôt une façon de penser plus moderne et qui changent un peu, mais ils ont un mélange entre Mm. des profs un
peu moins à jour et des profs jeunes et motivés. Et des profs aussi, qui basent leur, théorie, leur pratique sur, l'EBP, tout ce qui est, preuves scientifiques? C'est ça. En fait, quand ils me parlent de ces jeunes profs, ils disent que c'est des profs qui pratiquent encore, plutôt que d'avoir des profs qui sont professeurs attitrés à temps plein depuis 40 ans et qui savent plus s'occuper d'un patient. Oui, oui, bah, j'en ai l'expérience de certains profs comme ça. Mais heureusement qu'il y a ceux qui prennent la relève, alors pas forcément très jeunes, mais qui prennent la relève et qui font encore de la pratique et qui sont à jour dans les dernières, études et découvertes de la kiné, ouais. Mmh. Ben oui, en tout cas, ça va vers un mieux. Et donc tu as fait de la thérapie manuelle et tu l'enseignes aussi là, encore aujourd'hui? La thérapie manuelle, je suis assistant, professeur Mmh. pour les étudiants donc, qui ont déjà fini kiné et qui font thérapie manuelle. Ça arrive que je rentre en Belgique pour assister le prof un week-end, 2 week-ends ou 3 week-ends par an. Donc c'est pas très fréquent, c'est sur des domaines bien spécifiques. C'est sur la colonne vertébrale et les manipulations, les cracks. Donc voilà, c'est assez variable. Ça peut être un week-end ou maximum trois. C'est une petite activité en plus en parallèle qui est bien et Ouais. pour laquelle je pourrais être amené à avoir plus de responsabilités au fur et à mesure des années. Mais j'aime bien l'enseignement comme avoir des stagiaires, mais c'est pas le but non plus de devenir enseignant à temps plein. Oui. C'est plus intervenant sur un sujet, par exemple. Ouais, ouais, et puis ça permet, j'imagine aussi, de garder un pied, dans l'étrier, et d'échanger avec, les profs et les étudiants. Ouais, d'échanger avec les profs, mais même avec les étudiants qui, au bout de 4, 5 années de kiné et quand ils se lancent en thérapie manuelle, sont souvent beaucoup plus malins que nous-mêmes. Mmh. Et c'est assez fréquent les kinés qui, font un parcours qui en fait, étudient la thérapie manuelle, en parallèle de la kiné, en Belgique? En Belgique, c'est que ça a commencé à devenir à la mode justement vers 2012 quand j'ai fini mes études. Il y a plusieurs centres de formation qui se sont lancés au même moment Mmh. parce que le gouvernement belge faisait des lois, des projets de loi pour les gens qui étaient formés. Donc du coup, plusieurs centres de formation se sont dépêchés de lancer leur formation de thérapie manuelle, qui se valaient pas toutes, hein, mais donc voilà, ça prend un peu d'ampleur en Belgique, la thérapie manuelle. En France aussi, ça prend un peu d'ampleur, j'ai l'impression. Et alors toi, comment est-ce que tu l'intègres, dans ta pratique, tout en étant, orienté EBP? Bah, la thérapie manuelle universitaire, de manière dont elle est enseignée, c'est vraiment un ensemble de techniques EBP. Le nom, il est un petit peu vieux et il devrait être changé. Il y a des débats mondiaux à ce niveau-là. Ils voudraient l'appeler kinésithérapie spécialisée en musculo-squelettique plutôt que de l'appeler thérapie manuelle. Parce que maintenant, la thérapie manuelle, elle comporte des techniques manuelles, mais elle comporte aussi de l'éducation en patient et aussi Mmh. beaucoup d'exercices. Donc le terme thérapie manuelle est un peu dépassé. Mais bon, c'est juste un nom au final. Parce que c'est vrai que moi, thérapie manuelle, quand j'entends ça, j'ai tendance à penser, mobilisation, trust, manipulation et cetera, ouais. C'est ça. Mais c'est juste que les deux personnes qui ont inventé la thérapie manuelle, c'est pas qu'ils l'ont inventé, c'est qu'ils se sont mis ensemble pour créer un cursus commun, un cursus mondial commun. Et ces deux personnes étaient des kinés assez anciens euh, qui utilisaient que des techniques manuelles. Mais après, au fur et à mesure des années, la thérapie manuelle sur le plan mondial a évolué avec des techniques qui étaient non manuelles. C'est pour ça qu'il y a maintenant les débats dans leurs instances pour savoir est-ce qu'il faut changer le nom, pas changer le nom. Et il y a les anciens qui sont là, non, on veut garder le titre de thérapeute manuel. Les autres qui disent non, il faut être musculo-squelettique. Bon, voilà. Et comme on disait tout à l'heure, comme il y a de plus en plus, de gens en France qui suivent ces formations, est-ce que toi, tu recommanderais à un nouveau diplômé de suivre une formation en thérapie manuelle tout de suite? Ou tu lui dirais: «Attends un peu»? Les deux ont des avantages et des inconvénients en fait. Je dirais qu'on est quand même un peu plus motivé, plus dedans quand on vient de finir ses études. Mais quand on a de l'expérience, c'est aussi intéressant. Donc les deux ont des avantages et des inconvénients. Ouais, une fois qu'on est dans les études, c'est bon, on est lancé
Et après, c'est vrai que c'est souvent plus C'est difficile de plus reprendre les difficile, ouais. études, quand on a quelques années de pratique derrière nous, ouais. Ouais, Mais ouais, je après suis d'accord. l'expérience, après Ouais. une formation longue, il y a toujours des formations courtes, et c'est toujours Oui, possible de l'expérience, au final, l'expérience, elle viendra en travaillant. Donc de mon avis personnel, je trouve ça plus pratique et plus motivant d'enchaîner directement. OK. Alors parlons un peu des stagiaires. Donc, tu es parmi les kinés, Ouais. qui travaillent en cabinet libéral à Paris, qui accueillent beaucoup de stagiaires. Comment tu fais, qu'est-ce qui te plaît dans cette, pratique-là? Ça a toujours été le fait de vouloir, transmettre, de vouloir enseigner. Je pense que c'est un petit peu lié, même auprès de mes amis, de mes Mmh. proches, quand ils me parlent de ça, j'aime bien expliquer plutôt que juste dire: «Ah, il faut faire des exercices». Même, auprès de mes amis, j'explique beaucoup. Et quand j'étais étudiant en kiné, j'ai fait plusieurs stages où les maîtres de stage me donnaient une consultation en entière, une cabine, et je travaillais tout seul Mmh. pour leur apporter une double consultation. Ah oui, ouais. Et donc du coup, j'apprenais pas grand-chose, j'étais livré à moi-même, je savais pas si ce que je faisais c'était bien ou pas bien, et ça m'a un peu énervé. Et après, quand j'ai commencé à faire, donc je faisais les études de thérapie manuelle, mais je travaillais à côté dans un hôpital à Bruxelles. Et là, il y avait des stagiaires qui étaient à l'hôpital, ils étaient, ils étaient liés au service, et j'ai commencé à trouver ça chouette de, en Mmh. fait, de m'en occuper, de transmettre. Quand justement je les voyais qu'ils étaient motivés à écouter, à apprendre, à comprendre ce qu'ils font, Mmh. plutôt que d'être laissé tout seul avec un patient en n'étant pas sûr de ce qu'il faisait. Ouais. Donc c'est ça qui m'a donné l'envie de prendre des stagiaires. Et oui. Donc tu en prends combien environ en moyenne par an? Je pense que les stagiaires d'école française, ils doivent venir de octobre à mai, et je dois en avoir Mmh. 3 ou 4 maximum. Et après, je prends aussi des stagiaires en thérapie manuelle qui, eux, viennent de Belgique, et eux, ils viennent plutôt pour une journée ou une deuxième journée. C'est considéré comme un échange professionnel plutôt qu'un stage. C'est pour ça que c'est des petits stages courts. Et là, je vais en avoir aussi 2 ou 3 un peu moins sur l'année. Mais là, c'est vraiment court. Ah oui, donc c'est bien réparti, sur l'année en effet, oui. Ah oui. C'est bien réparti parce que j'essaie quand même d'avoir des périodes sans stagiaire, parce que ça demande du temps, de l'énergie, de Oui, bah oui. l'investissement. Et c'est pour ça que j'aime bien enchaîner des périodes sans stagiaire et des périodes avec stagiaire. Et c'est aussi reposant pour les patients qui Oui. ils sont d'accord, enfin 99% des patients sont d'accord d'avoir des stagiaires qui assistent aux séances. Mais aussi, à un moment, quand il y a un stagiaire pendant un mois et demi, ils sont contents aussi un peu d'avoir une période de calme. Ouais, je comprends. Est-ce que d'ailleurs tu as eu des patients qui parfois n'osaient pas, parler devant le stagiaire ou la stagiaire, de choses qui t'auraient dit qu'à toi? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu awkward, des moments un peu, voilà, tu étais un peu dans l'embarras ou pas? J'ai dû avoir 3 ou 4 patients, et ça n'a pas été gênant. C'est pas qu'ils voulaient pas parler, ils m'ont dit dès le début, «Non, je veux pas qu'il y ait un étudiant avec». Mmh. Alors je disais gentiment à l'étudiant: «Eh bah, tu vas attendre dehors, hein». Bah oui. Ah, avec des raisons, multiples, hein, pas toujours justifiées, ou si, parfois c'est juste qu'ils sont mal à l'aise, on peut les comprendre, mais ça arrive, mais c'est vraiment très rare. OK, OK. Alors parlons un peu des patients, de ton approche par rapport aux patients surtout. Mmh. Donc moi, quand j'étais en stage avec toi, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est, la façon dont tu expliquais les choses aux patients, très simplement, avec beaucoup de métaphores, d'analogies. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de patients, pas beaucoup, mais il y en a pas mal quand même qui arrivent au cabinet, qui s'allongent sur la table et ils attendent un peu que ça se passe, et il y en a qui sont moins motivés à faire des exercices. Comment toi tu fais pour les motiver, pour leur donner envie d'un peu de faire des exercices et de prendre en main leur autonomie et leur éducation? Je pense justement que si les patients ont cette habitude, ça a déjà été, c'est à cause des kinés, enfin des anciennes générations, à cause des kinés et à cause de la médecine de manière générale. On a en fait une médecine, au sens large, hein, qui est très, passive, où le patient Mmh. arrive et on lui donne un médicament, où le patient arrive et on lui donne, des traitements passifs. Et aussi,
toujours dans la médecine générale, on n'a jamais rien expliqué au patient, comme s'il était bête et qu'il comprenait rien. Ça veut dire qu'il a une tendinite, il dit ah bah j'ai mal à mon épaule, Hmm. on m'a dit que c'était une tendinite, mais il sait pas ce que c'est ni un tendon ni une tendinite. Ou des patients qui viennent avec des entorses, et ils vont dire ah j'ai une Hmm. entorse à la cheville, mais ils savent pas ce que c'est une entorse et ils savent pas ce que c'est un ligament. Et donc toujours la même chose que les Ouais. stagiaires, enfin que l'attrait que j'ai pour les stagiaires ou l'enseignement, c'est que j'aime bien aussi enseigner aux patients. Et rien que le fait, en fait, de leur Mhm. expliquer ce qu'ils ont, pourquoi est-ce qu'ils ont ça, quels sont les mécanismes qui se passent dans leur corps, et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'ils doivent faire des exercices ou des étirements, du renforcement, enfin, peu importe, pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ce traitement X, vu qu'ils ont compris ce qu'ils avaient, ils comprennent l'intérêt du traitement X. Et donc, ils sont déjà un peu plus motivés à être acteurs de leur traitement. Il faut bien leur expliquer dès le début. Ouais, dès le début et dès les premières séances, je prends du temps. Je vais revenir sur Hmm. l'exemple de l'entorse de cheville, c'était il y a pas longtemps. Une nouvelle patiente, une jeune fille, peut-être début de la vingtaine, elle me dit j'ai une entorse à la cheville, elle m'explique tout ça et alors à la fin je lui demande ok, est-ce que vous savez ce que c'est une entorse? On m'a dit ah, je crois que c'est le tendon. Et je dis non, non, c'est le ligament. Elle fait ah, bah, c'est quoi un ligament? Et donc là, du coup, je commence par expliquer ce que c'est un ligament, que ça rejoint deux os, qu'il y a différents types d'entorses, ce qu'elle a, et quelle sera la suite du traitement. Elle dit, et les patients, quand on leur explique quelque chose, ils sont surpris et plutôt contents. Ils sont ah oui, ah donc c'est ça une entorse, ah je savais pas ce que c'était un ligament. Et ils comprennent mieux du coup l'intérêt après de renforcer leur cheville, de faire des exercices de proprioception. Ouais, reprendre les bases en fait. Dès le début, voilà, poser les bases pour ensuite. Ouais, C'est vrai que quand on explique les choses, c'est beaucoup plus clair. Et les gens, et forcément, quand tu poses des questions, par exemple, tu poses une question ouverte, est-ce que vous savez ce que c'est un ligament? Enfin, ça c'est fermé, mais c'est bah oui, non, donc tout de suite non, bah, elle veut savoir quoi, la personne. voilà, et pareil pour des lombalgies, pareil donc pour des problèmes musculo-squelettiques, parce que là c'est vrai que je parlais de traumatologie, mais quand quelqu'un a mal au dos, ça m'arrive que je lui demande assez vite, et vous d'ailleurs, vous me dites que vous avez mal au dos, mais qu'est-ce que vous pensez que vous avez mal au dos? Et là la personne me dit, ah bah j'ai sûrement la colonne vertébrale dans tous les sens, et elle est sûrement abîmée, Hmm. et donc ça donne une idée des croyances de la personne, pour savoir déjà qu'est-ce que la personne connaît par rapport à sa propre pathologie, par rapport à sa propre fonction, pour ensuite pouvoir enchaîner en lui expliquant comment fonctionne une colonne et qu'est-ce qu'une pathologie en fait tout simplement. Et oui. Est-ce que tu utilises toujours l'ardoise blanche que tu as dans le cabinet? Non, maintenant je le fais sur une ardoise blanche sur la tablette. Parce que l'ardoise blanche au final elle finissait par ne plus s'effacer du tout. Je l'avais trop utilisée. Ouais, 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 c'est vrai que c'est pratique les tablettes. D'ailleurs, tu fais ton bilan aussi sur la tablette toujours. Ouais, comme ça j'ai tous mes bilans en PDF sur une tablette sans avoir de papier, de classeur. C'est bien Ouais. pratique. Ah oui, oui, j'imagine, ouais. Et est-ce que tu as déjà eu des patients ultra hermétiques qui ne voulaient absolument pas faire d'exercice et comment tu as fait pour gérer ça? Bah, j'ai même des patients hermétiques aux explications. J'ai eu un jour une patiente qui m'a dit quelque chose que je penserais jamais entendre. Je lui donnais des explications sur son dos, de manière générale, sur l'impact de l'arthrose ou surtout les méconnaissances par rapport à l'arthrose, aux petits bombements disco et tout. Elle m'explique, elle me dit oui, 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 oui. Et la séance d'après, elle revient. Et habituellement, ce que je fais en commençant la séance, c'est que je lui demande qu'est-ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit la fois passée? Elle m'a dit bah, j'y ai bien réfléchi et j'ai l'impression que vous êtes comme les anti-vaccins. J'étais choqué, comme si du coup c'est moi qui étais contre la science. Et je savais pas quoi répondre. J'étais contre la science. Du coup, j'ai inventé des choses. Qu'est-ce que tu lui as dit? Et après, elle a dit un petit peu comme ça. Ah, mais de toute façon, au final, je m'en fous de ce que j'ai. Je veux bien faire des exercices. C'est pas ça qui compte. Je dis, ah bon, D'accord, ok. ok. Bon, dans ce cas-là, avec ce genre de personnes, on n'insiste pas, on fait la séance et on se tait, j'imagine. Ou alors, ce qu'on fait avec ce genre de patient, c'est que oui, on n'insiste pas dans un premier temps. Mhm.
on fait les séances, on essaye de faire en sorte qu'ils aillent mieux pour, à ce moment-là, créer une relation thérapeutique où Mmh. ils voient qu'on a l'air sérieux, ils commencent à aller les gens commencent à aller mieux, ils sont de meilleure humeur et après, ils sont plus aptes à écouter ou à nous croire. Oui. Parfois, ce que j'explique avec les stagiaires pour l'éducation thérapeutique, c'est pas le discours qui est important, c'est parfois à quel moment on va le dire. Parce que la question qu'on me pose souvent, c'est oui, et pour l'éducation thérapeutique, est-ce que tu en parles dès la première séance? Est-ce que tu en parles à la troisième séance ou après 3 mois? Bah, en fait, ça dépend. Avec cette dame, bah, j'ai dû me tromper, mais voilà, j'aurais pas dû en parler dès la première séance parce qu'elle n'était pas prête à entendre. Et du coup, je suis rentré en conflit, ce qui n'est pas bon pour la relation thérapeutique entre le soignant et la patiente. J'aurais sûrement dû attendre plus longtemps avant de lui en parler. Mais j'avais pas remarqué les signes que je pouvais pas en parler. C'est vachement intéressant ce que tu dis. Il faut choisir le bon moment. Le bon moment exact. Mais ça peut être la première, la deuxième, la troisième, ou ça peut même être parfois après 3 mois, Oui. hein. Ça dépend des gens. Oui, et puis ça aussi, j'imagine que ça s'apprend, quand on sent que le patient est hermétique dès le début. On va pas tout de suite, Ouais, se lancer dans des grands discours, d'éducation parce que sans doute on va atteindre un mur et en effet, exactement. il faut prendre son temps Et ça, et aussi selon les résultats parce que le patient, il voit bien s'il progresse ou pas. ouais. Et en fait, les patients qu'on voit qui seront d'accord avec l'éducation thérapeutique, on les voit d'ailleurs dès le début assez demandeurs d'informations. Oui. J'ai déjà fait ça, mais on me dit que j'ai ça, et on me dit que j'ai ça, et je comprends pas, et pourquoi j'ai mal au dos, et sur ma radio il y a rien, je comprends pas. Mmh. Voilà. Ça, c'est des patients, on sait qu'ils sont demandeurs Ouais. d'avoir des réponses. Est-ce que tu as des patients, parfois aussi qui arrivent avec l'ordonnance et qui disent: «Bon, il faut faire exactement ce qui est marqué sur l'ordonnance ou ce que m'a dit mon médecin ou mon rhumato parce que voilà, c'est comme ça». J'ai jamais eu de patient qui est vraiment arrivé de manière directive comme ça, mais c'est plutôt si au fur et à mesure de la séance ou des séances, par exemple, je fais pas quelque chose qui est marqué sur l'ordonnance, comme des ultrasons, ils vont me demander de manière un peu timide ou gênée: «Ah, le médecin avait dit qu'il fallait faire des ultrasons, c'est quoi ça?» Mmh. Ou le médecin avait dit qu'il fallait faire des massages, pourquoi vous en faites pas? Non, habituellement, ça se passe bien, j'explique. OK, OK, c'est bien. C'est quoi ta pratique au quotidien? Est-ce que tu as une journée type? J'ai une patientèle qui est assez variée, hein. J'ai pas mal de musculo-squelettique, mais à côté de ça, j'ai aussi un peu de patients âgés, un peu de gériatrie, un peu de neurologie. Donc une journée type, on va dire que c'est 9h-18h. J'essaye d'avoir le même nombre le matin et l'après-midi, ou en tout cas, j'essaie de pas avoir d'après-midi plus longue, parce que je suis plus motivé le matin. Je fatigue un peu l'après-midi. Pour moi, 15 patients, 16 patients, c'est assez. Ça arrive d'en avoir plus et je suis fatigué. Et ça arrive d'en avoir moins, mais en moyenne, je vais dire 14-15. Euh, une journée type, ben, ça enchaîne assez vite, hein. Je prends une demi-heure par patient, donc je dis bonjour au premier, je demande comment ça va depuis la semaine passée, de m'expliquer ce qu'il a ressenti de différent, de nouveau, de moins bien ou de mieux. Et ensuite, on fait la séance. Les séances, c'est souvent des improvisations parce que dans ma tête, j'avais prévu une séance, mais après, ça peut changer en fonction de ce qu'il me dit sur le moment. Et après, on finit la séance, on prend les rendez-vous, je dis au revoir et je fais rentrer la personne suivante. Oui, c'est vrai qu'il y a je connais des kinés qui préparent leurs séances, à l'avance, la veille. Toi, tu serais plutôt en mode, tu prépares pas ou justement, comme tu as dit, tu improvises en fonction de ce que le patient va te dire? Avec l'expérience, bah, du coup, je prépare plus mes séances parce que c'est déjà préparé Mmh. dans ma tête. Là, c'est vraiment une question d'expérience et d'habitude. Mais tout est Mmh. improvisé et peut être remis en cause dès que le patient dit quelque chose. Ça veut dire si on a fait une séance d'exercice et qu'il en a fait sérieusement de son côté un petit peu, et il revient, bah oui, je dis, j'ai senti un changement, bah on va aller dans le même sens. Dans le même sens logique en évoluant, mais c'est quand le patient arrive et dit, ah bah non, bah là j'ai eu mal et j'ai pas réussi à faire ça,
que le plan initial prévu dans ma tête change complètement. Ouais, tu t'adaptes. Et alors, est-ce que tu as des projets pour les prochains mois, les prochaines années dans ta pratique? Formation que j'avais envie de faire, c'était aussi parce que je fais du yoga, donc des choses qui sont axées autour du yoga et toujours autour de la communication. Parce qu'au final, les techniques, on les a, elles sont pas forcément compliquées. Et ce que je trouve qui est le plus compliqué, c'est de s'occuper de la psychologie des gens. Mmh. Donc ce serait plutôt de continuer à faire des formations courtes autour de la communication, des barrières psychologiques que peuvent rencontrer les patients, comme ce qui est l'entretien motivationnel ou la douleur chronique, parce que ça nécessite quand même beaucoup de patience, d'écoute. C'est parfois ce qui est difficile. Mmh. Oui. Oui, l'entretien motivationnel, j'ai rencontré, pas mal de kinés qui l'avaient fait la formation, et c'est vrai que ça les a beaucoup aidés dans leur pratique, justement pour, construire une relation avec le patient, ouais. Mmh. Et aussi réussir Et à les oui. motiver pour qu'ils fassent des exercices comme tu me demandais plus tôt. Ah bon, après, par rapport à la question que tu m'avais demandé plus tôt, il y aura toujours des cas où on se retrouvera face à un mur, hein. Une chose qui, une chose qui fait avancer aussi un kiné avec l'expérience, c'est Mmh. de prendre Oui. conscience qu'on peut pas aider tout le monde quand les gens ne veulent pas, ils veulent pas. Oui. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il y a des formations que tu as faites qui t'ont aidé dans ta pratique? Oui, une formation qui est accessible, je crois, sur Agence EBP. J'ai rien à voir avec eux, hein. C'est la formation de Grégory Lehman. Mmh. Mmh. Grégory Lehman, c'est un chiropracteur canadien, Mmh. canadien anglophone, mais qui travaille plus du tout comme un chiropracteur où il fait des cracks partout. Il travaille en fait comme un kiné qui fait faire des exercices. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec lui, c'est qu'il reprend des bases théoriques de plein de formations différentes, comme Mackenzie, Maitland, tout ça, et il les remet ensemble plutôt pour parler d'une certaine philosophie à l'exercice et à faire bouger les gens, au lieu de séparer chaque pratique en disant moi je fais que du Mackenzie, moi je fais que ça. Il dit mais prenez de tout et faites selon votre patient. Moi aussi, je l'ai faite cette formation il y a un peu plus d'un an, je crois, et en effet, j'ai beaucoup aimé son approche qui diffère beaucoup justement de ce qu'on peut apprendre à l'école et aussi de ce qu'on peut voir, dans les autres formations qui sont, un peu parfois dogmatiques. Ça dépend desquelles, mais Ouais, ouais, il a une approche très ouverte. Mmh. tout à fait, ouais. Et beaucoup axé sur la communication, sur l'éducation et sur la douleur du patient plutôt que sur une pathologie mécanique à régler. Est-ce que tu sais comment tu envisages ta pratique dans 10 ans dans l'idéal? Euh, c'est plutôt une constatation, c'est que je pense que malheureusement la population est de plus en plus sédentaire et que donc au plus les gens deviendront sédentaires, au plus nous, on se dirigera vers de la thérapie passive, non, active, pardon. Parce que j'étais en train d'essayer à un moment de m'imaginer un monde où les gens étaient tous actifs, pas des grands sportifs, mais où les gens étaient actifs. Bah, je pense que la kiné aurait plus de techniques passives. Mais vu que les gens sont de plus en plus passifs, notre rôle maintenant est une sorte de coach sportif médicalisé. On essaye de rendre les gens actifs pour pallier au manque d'activité. Au final, quand quelqu'un a une coiffeuse qui a une tendinopathie de l'épaule, c'est parce que la plupart du temps, elle est sédentaire et que son métier lui demande trop de charge sur son tendon. Quelqu'un qui a mal au dos, c'est soit parce qu'il reste toute la journée assis, ou alors parce que son métier est trop physique par rapport à sa capacité physique. Donc dans tous les cas, on est là, au fur et à mesure des années, je pense qu'on va faire de plus en plus bouger les gens. Ouais, ouais, la notion de coach sportif médicalisé, c'est pas mal. C'est quelque chose que j'aime bien, ouais. C'est comme ça que je me considère maintenant. C'est vrai que j'ai essayé là, l'espace de quelques secondes d'imaginer un monde où les gens étaient tous très actifs. Je Déjà, ce serait sympa et aussi, ouais, notre métier serait pas du tout le même. Ben non. Si on avait que des patients
qui par exemple aurait de la traumatologie, on pourrait avoir plus de traitements passifs de mobilisation, de gain d'amplitude, mais là, c'est plutôt des pathologies de sédentaires. Sauf exception pour les kinés qui travaillent dans le milieu du sport. C'est ça, je Mais me disais, on serait tous kinés du sport. c'est un tout autre. Oui, on serait tous kinés du sport. Mmh. Alors ma dernière question, Stéphane, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans le métier de kiné? J'ai l'impression que ça va dans le bon sens, mais j'aimerais bien d'abord que les fausses croyances ou les anciennes croyances partent de plus en plus au fur et à mesure des générations. Parce que Qu'est-ce moi, que tu ouais, c'est quoi les fausses le fait de croyances? donner que du passif à ses patients, que faire des manipulations, des trusts, ça va remettre les vertèbres en place. Il y a plein de techniques comme ça qui sont utilisées sous des fausses justifications, que c'est mauvais de se pencher en avant, qu'il faut éviter la rotation du dos, plein de choses qui évoluent. Et en fait, quand moi j'ai fait mes études de kiné, il y a eu un monde de différence entre ce que j'ai appris en kiné et puis en thérapie manuelle. L'école où j'étais en kiné n'était pas du tout à jour. Là, ils se sont mis à jour, parce que je connais encore des gens dedans. Euh, et en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que la kiné se modernise, mais un petit peu partout dans le monde. Et ça va se faire via l'enseignement petit à petit, parce que c'est quand tous les kinés seront bien formés que nous, on sera capable, à la plus grande échelle, de former les patients aussi, et de casser certaines fausses croyances. Oui, parce que quand tu parlais de fausses croyances, c'est aussi vis-à-vis des attentes des patients. Oui, C'est ça, oui. mais les attentes des patients ont souvent été forgées par des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années de mauvaises croyances de thérapeutes. Ça veut dire que tout ce que la population mondiale pense pour le moment, ça a été ancré à cause des thérapeutes, Ouais. hein. C'est pas les patients eux-mêmes qui ont dit tiens, ma vertèbre est déplacée et je vais aller la remettre en place. Ça a été dit par les thérapeutes avant. Oui, Il y a des médecins qui ont dit que se pencher en avant c'était très mauvais. Et donc c'est pas la population mondiale qui pense que c'est mauvais de se pencher en avant. C'est les médecins et les kinés qui leur ont dit ça. Donc j'aimerais bien que ce qui évolue, c'est vraiment la mentalité des kinés, mais même médicale de manière générale, pour qu'à plus grande échelle, on arrive à mieux éduquer les oui, gens. oui, oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hem, je pense que ça se fait petit à petit, de plus en plus, parce que là, c'est vrai, il y a de plus en plus de kinés qui se forment aussi et qui font plus d'actifs que de Et passifs. aussi avec les médias, Mais voilà, oui et puis, tous les influenceurs, dans le monde de la kiné qui aident ouais, aussi à ça, hein. tout à fait, qui ont Ouais, une plus grande portée. Et il y a quand même des gens qui ont une grande portée, qui disent des choses intéressantes. Donc ça évolue bien. Parce qu'à un moment, il y avait une patiente qui m'avait montré une émission à la télé de Michel Simès. Et il disait que pour se laver les dents, pour éviter d'avoir de la pression sur son dos, il fallait se laver les dents avec une main et déposer l'autre main sur le lavabo. Ça diminue la pression dans le dos. Mais quand c'est une émission que beaucoup de Français regardent Oui, c'est un peu et, embêtant, ouais. et qu'il y a une connerie comme ça qui est dite par une personne censée être spécialiste, après les patients ils viennent me voir en cabinet, ils me disent oui mais quand je me lave les dents il faut que je fasse attention parce qu'il y a beaucoup de pression sur mon dos. Après, c'est à nous de réparer tout ça, quoi. Mais oui voilà, et donc c'est pas qu'au niveau de la kiné, quand tu me demandes qu'est-ce que j'aimerais qu'il change Ouais. au fur et à mesure des années, c'est C'est ça. sur les C'est derrière. croyances, en général, en fait, chez tout le Ah monde, ouais. oui, bah, du monde médical en Mais oui, fait. ouais, ouais, ouais. Mhm. Et puis ça va aussi je pense aussi à la communication avec les médecins généralistes qui prescrivent les ordonnances. Justement, les médecins ne savent pas trop, et ça, il y a quelque chose qui est pas mal en Belgique dans certaines universités, c'est que vers la fin du cursus des kinés, il y a des cours qui sont donnés de lombalgie, par exemple, en commun entre les étudiants en médecine et kiné. Les kinés suivent des cours de lombalgie d'un point de vue médical et les futurs médecins suivent les cours de lombalgie d'un point de vue kiné. Et ça donne lieu à des débats intéressants et les médecins sont moins au courant de ce que nous on fait que nous, de ce que eux font quand même. Et donc justement, ces cours qui sont donnés pour les deux donnent lieu à des débats intéressants et les futurs médecins sont là. Ah oui, vous faites quand même tout ça. Ah, vous faites pas que du massage. Donc ça, c'est des idées qui peuvent être faites
dans toutes les facultés, en fait. Ouais. De mieux former les médecins à ce que les kinés font. Oui, il y a un programme, un tronc commun. Ouais, Tout à fait, oui. Écoute, merci beaucoup Stéphane. avec plaisir, c'était très chouette. Ouais, c'était super. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour les prochaines années. Ouais, et toi aussi. À bientôt. Ciao, ciao. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel@gmail.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi_podcast.